Bonjour, bienvenue dans la vidéo où je vais vous parler des 6 pièges à éviter lors des crises de vos enfants. Donc, je sais que c'est souvent un défi quand on tombe en fait dans l'accompagnement des crises de nos enfants. Donc, moi, je vais vous parler des pièges à éviter. Avant de commencer, je veux vous me présenter. Donc, Gabrielle Marchand, je suis psychoéducatrice et directrice de la clinique virtuelle. Je suis maman de 3 enfants. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans l'intervention auprès des familles. Je donne en fait de nombreuses conférences et formations. Je suis formée comme accompagnante à la naissance, comme monitrice de portage. J'accompagne des familles d'enfants de 0 à 12 ans et même plus. Et j'offre, dans le fond, plusieurs suivis individuels aux familles pour être capable justement de regarder un peu tous ces pièges-là et des formations en ligne et en entreprise. Donc, on y va. Premier piège à éviter dans l'accompagnement des crises de vos enfants, c'est de chercher à raisonner votre enfant. Un enfant, quand il est en crise, il est hors de lui. Il est déconnecté. Son cerveau a déconnecté au niveau de sa rationalisation et de ses émotions. Donc, ça devient aussi, c'est là où est-ce que votre enfant adopte aussi un comportement qui est des fois inadéquat et difficile, ça nous amène des fois à vouloir le raisonner. On évite en fait de lui demander d'utiliser des mots. Des fois, votre enfant va crier, va pleurer, puis on va lui dire utilise des mots pour exprimer ce que tu veux dire. Mais au final, votre enfant, il n'est pas dans le raisonnement. Il n'est pas capable d'utiliser des mots pour l'instant. Pour l'instant, il vit une émotion. Donc, la première étape qu'on veut faire, en fait, on veut l'aider à se calmer. Un enfant qui est en crise, il n'a pas accès à la partie de son cerveau qui va l'aider à se raisonner ou se rationaliser. Donc, ça, c'est tout le lobe frontal, le cortex préfrontal. Quand votre enfant est en crise, cette partie-là n'est pas en fonction. Donc, on va attendre en fait que la crise se calme pour être capable après ça de demander à l'enfant d'exprimer ce qu'il veut dire avec des mots. Je vais vous donner l'exemple en fait du cerveau dans la main pour être capable de comprendre. Donc, les doigts, c'est vraiment comme le cortex préfrontal et le pouce, c'est nos émotions. Donc, quand on vit une situation, quand votre enfant vit une émotion, le cerveau va se déconnecter. Donc, les doigts, qui est le cortex préfrontal, qui sert à rationaliser, qui sert à venir se calmer, bien, va se déconnecter de ses émotions et c'est là que votre enfant va avoir de la difficulté à venir venir trouver une raison de dire oh, c'est pas grave si mon parent dit non pour ça, je l'aurai plus tard. Donc, au contraire, puis les pouces, c'est vraiment toutes les émotions, la colère, le dégoût, la tristesse. Donc, il n'y a plus accès à ce rationnel-là. Il va juste avoir accès à ses émotions. Et c'est là qu'il y a besoin de votre accompagnement pour être capable, en fait, de reconnecter les deux. Ça se peut que votre enfant soit capable d'y arriver, de se raisonner quand il est calme. Tant mieux, c'est ce qu'on veut. Mais quand il est en crise, c'est vraiment le premier piège à éviter, c'est de tenter d'amener votre enfant dans le raisonnement plutôt que de permettre enfin à l'enfant de vivre cette émotion-là, de savoir qu'il est déconnecté. Donc, on veut ramener les deux tranquillement à se reconnecter en accueillant l'émotion de l'enfant pour par la suite être capable, quand il est plus calme, de tomber dans le raisonnement. Deuxième piège, c'est de perdre le contrôle. Hein? C'est pas que ça va jamais nous arriver, pas du tout, au contraire, ça arrive qu'on va perdre le contrôle, on est humain, c'est normal, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de conserver en fait notre calme comme adulte. Comme je vous dis, c'est pas grave que ça nous arrive de temps en temps de perdre le contrôle. Au contraire, moi, je vais vous amener à l'utiliser comme un exemple, à essayer de l'utiliser par la suite dans un retour avec votre enfant pour en discuter. Mais on essaie de ne pas dépasser notre limite de patience. Donc, on va mettre en place nos propres stratégies pour être capable de devenir un exemple. Hein? Donc, si, par exemple, je suis sur la limite de perdre patience, bien, je vais peut-être dire à mon enfant, là, je vais aller prendre une petite gorgée d'eau, je vais aller prendre un petit 2 minutes dans la salle de bain, venir me recentrer, puis par la suite, je vais pouvoir continuer à t'accompagner ou à être capable d'être disponible pour toi. Parce que quand on perd, en fait, qu'on dépasse notre limite de patience, ben c'est là qu'on peut tomber dans des stratégies comme la violence et dans une perte de contrôle. C'est là que, dans le fond, c'est pas toujours correct, en fait, de pogner les nerfs. Si ça vous arrive fréquemment, puis que vous sentez que vous êtes souvent dans cette perte de contrôle-là,
ben, je vous invite à venir chercher de l'aide. On est là pour ça. Mon équipe et moi, on accompagne beaucoup de parents, justement pour être capable de vous aider à venir comprendre peut-être mieux la crise ou en tout cas d'être capable d'aller chercher vos propres stratégies pour être capable de rester en contrôle. Quand nous, on se met à crier, il faut savoir que ça l'active aussi les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est des neurones qui servent vraiment à l'empathie, à être capable de décoder son environnement, autant chez votre enfant que chez vous. Ça envoie le message qu'on doit se mettre en colère aussi. Donc, c'est normal que quand votre enfant crie, est en colère, que vous, ça vous crée cette émotion-là, mais c'est là qu'il faut prendre le temps, en fait, de le conscientiser pour être capable de rester en contrôle, parce que quand vous mettez à crier, bien là, on active les neurones miroirs chez l'enfant aussi, et ça devient plus difficile après ça de retrouver le calme. C'est le même principe, hein, si on met plusieurs bébés dans une pièce, un bébé se met à pleurer, ben, les neurones miroirs de tous les bébés s'activent et là, on se met à pleurer pour dire « Oh mon Dieu, il y a un bébé qui pleure, maman, il faut faire quelque chose. » Donc, c'est là où est-ce que les neurones miroirs sont importants dans ce piège-là, parce que plus on va garder notre calme, plus on va aussi envoyer le message aux neurones miroirs de notre enfant qu'on peut être calme. Donc, ça va être vraiment une bonne stratégie, beaucoup plus efficace que de perdre le contrôle. C'est aussi le même principe, là, je vous donne un autre exemple pour comprendre au niveau des neurones miroirs, mais dans un groupe à la garderie, hein, des fois, les enfants se met à crier, puis ils se mettent tous à crier, bien, ça s'active tout en même temps. Donc, on va essayer vraiment là, de mettre en application certaines stratégies pour vous permettre de rester le plus calme possible. Puis quand on arrive à garder notre calme, bien, on alimente des émotions positives puis plus agréables. Donc, il faut savoir qu'on n'a pas de contrôle sur nos neurones miroirs, mais on a du contrôle sur les stratégies qu'on utilise. Troisième piège à éviter, c'est d'avoir des attentes trop élevées. Hein? En crise, il faut savoir que nos enfants n'ont pas les mêmes capacités que lorsqu'ils sont calmes. Donc, ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que souvent, on va avoir des biais par rapport à ça. Si je prends le fameux exemple du biscuit au chocolat, hein, l'enfant qui vous demande un biscuit au chocolat, nous, on a l'impression que de dire non à un biscuit au chocolat, c'est minime. C'est pas grave, là, il y en aura un autre plus tard ou c'est tellement futile, c'est minime. Alors que faudrait comprendre que pour l'enfant, au final, ben c'est tout. Pour l'instant, dans le moment présent, pour lui, vous avez dit non, l'émotion est là, la déception prend tout sa place. Donc, c'est pas parce que pour nous, l'élément déclencheur, il est petit, qu'il n'est pas nécessairement euh, significatif, que pour l'enfant, ça veut dire que c'est la même chose. C'est là où c'est important d'ajuster nos attentes en fonction de ce qu'ils sont capables de faire. Parce que des fois, on s'attend à plus de notre enfant, alors que selon ses capacités, ben, on a des attentes trop élevées. On comprend aussi, comme je vous l'ai expliqué, que son cerveau se déconnecte. Hein? Fait que d'être capable de s'ajuster comme parent, puis de l'accompagner et de venir l'aider puis le soutenir dans ses émotions. Parce que souvent, on va même projeter des fois nos stratégies d'adultes sur nos enfants et on va minimiser au lieu de s'ajuster. Donc, je vous amène vraiment plus à vous ajuster, à réaliser peut-être c'est quoi les capacités de mon enfant, parce que chaque enfant est différent, mais on le sait qu'un enfant entre 0, 7, 8 ans, là, le cerveau il se déconnecte, il n'est pas rendu à l'âge de raison, puis il n'a pas nécessairement la capacité à prendre des stratégies pour se calmer seul. Donc, c'est important de revoir vos attentes. Ça va vous permettre de ne pas tomber dans ce piège-là. Quatrième piège à éviter, c'est de changer de stratégie. Donc, le cadre, la routine, la structure que vous mettez en place, vos règles, c'est hyper rassurant pour vos enfants. Ça peut ne pas avoir l'air de ça parce qu'eux, ils réagissent, eux, ils sont en réaction ou des fois essaient de tester vos limites, mais c'est une structure, la structure que vous mettez autour de vos enfants, c'est ce qui est le plus rassurant parce que c'est ce qui est prévu, votre enfant sait ce que vous attendez de lui et ça devient quelque chose de prévisible. Si à chaque fois on change de stratégie d'une fois à l'autre ou même pendant la crise, mais votre enfant va perdre tous ses points de repère puis il ne sera pas en mesure de savoir est-ce que cette stratégie-là, mon parent il s'en va où avec ça? Fait que ça reste que si une fois, mais maman fait des choses différemment ou elle essaie, puis à chaque fois, elle fait des choses qui ne sont pas toujours les mêmes, ou en tout cas, la règle n'est pas toujours pareille, bien, ça devient très difficile, en fait, pour l'enfant que ça devienne prévisible. Ça ne l'empêche pas
de ne plus lancer sa voiture. Hein? Si votre enfant lance une voiture, ça n'empêchera pas qu'il ne va pas nécessairement plus lancer sa voiture. Mais si au moins votre ligne de conduite, elle est claire et elle fait du sens, c'est beaucoup plus facile pour l'enfant de s'ajuster à travers ça. L'autre chose, c'est que si vous changez de stratégie constamment, c'est difficile de savoir quelle stratégie fonctionne puis quelle ne fonctionne pas, puis de laisser le temps aussi à l'enfant de s'y adapter. Donc, si à chaque fois on change de stratégie, bien là, ça, je l'ai essayé 2 jours, ça n'a pas marché. 2 jours, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut faire attention pour ne pas changer de stratégie trop souvent, puis être capable d'avoir quelque chose qui est clair et prévisible. Hein? Le parent, en fait, c'est possible d'être un peu différent, puis ça m'amène à vous dire qu'est-ce qu'on fait parce que les parents me posent souvent cette question-là en rencontre individuelle. Mais mon conjoint, lui, il n'a pas la même approche ou en tout cas, il n'a pas la même façon que moi de mettre en place les choses. Premièrement, c'est tout à fait normal. Hein? Vous êtes 2 êtres humains différents. Donc, ça reste normal que vous n'ayez pas nécessairement la même façon d'appliquer le cadre et les règles. Donc, c'est possible d'être un peu différent, mais on doit quand même, en équipe parentale, s'en aller dans la même direction. Et c'est là la grande différence. Si, par exemple, papa punit une situation alors que maman l'ignore, ben, ça peut être très mélangeant pour l'enfant. Donc, ça va être important peut-être de ne pas nécessairement l'appliquer de la même façon, mais de quand même s'en aller dans la même direction pour que ça soit plus facile pour vos enfants de connaître vos attentes et d'être capable de s'y ajuster. Donc, ça se peut que la réaction de l'adulte soit différente, mais au moins le résultat va être le même. 5e piège à éviter, c'est celui d'acheter la paix. Hein, souvent, on a le goût, on est fatigué. Mon Dieu, que ça a l'air le fun d'acheter la paix. Il me semble que la situation passe beaucoup plus rapidement. Si on sait qu'on est pour flancher, là, soit par les expériences du passé, soit parce que là, vous le savez que vous êtes fatigué, ben, on est mieux de répondre oui tout de suite pour éviter d'acheter la paix et de changer d'idée. Donc, votre enfant, il sait que plus il va s'obstiner avec son parent, plus il va finir par l'obtenir. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un comportement A qui amène un résultat B. Votre enfant le sait. Donc, on peut lui nommer que cette fois-ci, si jamais vous sentez que vous allez flancher, vous pouvez lui nommer cette fois-ci, je vais flancher, mais je sache que ça ne sera pas comme ça toutes les fois. Je vous donne encore l'exemple du fameux biscuit. On ne veut pas enlever, en fait, le stresseur. Donc, on ne veut pas enlever puis dire oui au biscuit parce qu'on veut éviter la crise. Au contraire, on veut amener l'enfant à être capable, on veut l'accompagner pour être capable d'y faire face. Donc, on ne veut pas apprendre, en fait, à l'enfant qu'on dit tout le temps oui pour enlever tous les stresseurs, puis finalement que tous les stresseurs disparaissent en un claquement de doigts, excusez-moi, parce qu'on flanche. Au contraire, on veut amener l'enfant à être capable de faire face à ces déceptions-là, à ses peurs, à ses colères, pour être capable après ça d'utiliser des stratégies différentes puis de faire face aux situations pour lesquelles il va être confronté au quotidien. Si notre enfant, par exemple, répète, je donne un petit truc, mettons qu'il répète sans cesse, là. Maman, je veux un biscuit au chocolat, je tes dents. Maman, je veux un biscuit au chocolat, est-ce que je peux avoir un biscuit au chocolat? Est-ce que je peux avoir un biscuit au chocolat? Puis là, il vous répète ça sans cesse. Vous pouvez lui répondre, j'ai déjà répondu à ta question et je ne vais pas changer d'idée. Donc là, votre enfant le sait, c'est prévisible, il sait que vous restez constant là-dedans. Puis, ben, au lieu de répondre à chaque fois, non, tu ne peux pas avoir de biscuit au chocolat, puis on vient recréer toute la situation, puis on repart dans notre cercle. Mais au contraire, on vient lui dire, maman, elle comprend que tu aimerais savoir ça, mais j'ai déjà répondu à ta question et je ne changerai pas d'idée. Donc, ça peut être vraiment aidant pour l'enfant que ça devienne prévisible, qu'il sache à quoi s'attendre. Puis vous allez voir le fait, je sais que ça demande beaucoup d'énergie, ça va vous demander des fois à travers de la fatigue. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous savez que vous avez tendance à flancher à une situation X, dites oui au début pour ne pas changer d'idée. Finalement, le 6e piège, c'est de faire des retours trop longs. Hein? On veut éviter d'expliquer en long et en large que votre enfant n'a pas fait de correct. C'est primordial de faire des retours dans les suivis individuels que je fais avec les familles. On parle beaucoup des retours, à quel point c'est important, ça permet la réparation, ça permet un apprentissage qui est hyper important pour vos enfants, mais en fait, ça doit quelques minutes suffisent. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire de différent? Voici, voilà. On passe à la prochaine chose, on se fait un câlin, on passe à d'autres choses. Pourquoi trop long, c'est pas bon? Bien, quand on fait un retour avec lui au moment où il est disponible,
l'information pour laquelle on va discuter dans le retour, elle ne peut pas être appliquée là. Elle va être appliquée pour la prochaine crise. Donc, ça va être dans longtemps. Fait qu'on n'est pas en train de discuter en long et en large, surtout que les enfants vivent dans le moment présent. Fait que le sujet pour lequel on parle ne s'applique pas là, ici, maintenant. La crise, elle est passée. On veut apprendre de ce qu'on va faire de différent, mais ça va être pour une prochaine crise dans le futur. Donc, c'est important de ne pas avoir des attentes trop élevées à travers tout ça, parce que quand on fait des retours très, très longs, des fois, on s'attend à ce que l'enfant comprenne, l'applique, fasse ça différemment, alors que c'est une construction à long terme. C'est à chaque petit retour qu'on va finir par venir créer un apprentissage dans le cerveau, puis l'enfant va se réajuster après ça différemment au fil des crises. Donc, l'enfant doit intégrer qu'il y a un cheminement à faire, il y a des efforts à fournir, il y a peut-être des stratégies différentes à prendre, qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un comportement exemplaire à la prochaine crise et que surtout son cerveau reste encore très immature, qu'il n'a pas changé du tout au tout. Mais c'est ça. Fait qu'on va s'assurer de faire des retours qui sont courts et centrés sur les stratégies. Et on se pose la question, dans le fond, dans ce retour-là, comment on s'ajuste comme famille? C'est quoi qui est le plus efficace? Puis vous voyez comme famille. Donc, on s'inclut là-dedans dans ce qu'on va s'ajuster. On s'inclut dans qu'est-ce qu'on va faire de différent. Si, par exemple, vous avez perdu patience, maman va essayer de te le dire autrement. Maman va peut-être te préparer quelques minutes avant pour t'annoncer ce qui s'en vient. Et toi, je vais te demander d'utiliser telle stratégie. Donc, qu'est-ce que, comme famille, on va utiliser qui va être plus efficace comme stratégie? Ça fait le tour des pièges à éviter. J'espère que vous allez avoir reconnu peut-être certaines petites choses des fois que vous avez tendance à faire et dire « Oh, c'est vrai, ça, je dois faire attention pour ne pas tomber là-dedans. » Je vous rappelle, là, naturellement, il y a des pièges à travers ça qu'on tombe de façon instinctive dans ce piège-là. Fait que d'en prendre conscience aujourd'hui, c'est de vous aider vraiment à avoir un petit peu là, comment pouvez vous réajuster à travers les crises de vos enfants puis la gestion des émotions. Maintenant, des fois, c'est difficile de le faire dans votre contexte, dans votre situation. Puis c'est là qu'on vient, en fait, qu'on vient pouvoir faire équipe avec vous pour être capable de vous offrir de l'aide. Donc, je vous explique, je vous ai dit au début que j'étais directrice de la clinique virtuelle de Bulles et Pirouettes. C'est une clinique formidable parce qu'on offre des services en virtuel. Donc, peu importe où vous êtes au Québec, on peut vous accompagner. Les professionnels que vous rencontrez, dont moi, on vous offre en fait des reçus pour vos assurances. Donc, ça peut être très, très intéressant d'aller voir c'est quoi vos assurances, quel professionnel y rembourse pour venir vous permettre d'aller chercher de l'aide. À la clinique, on est plusieurs psychoéducatrices. Il y a moi, il y a d'autres psychoéducatrices, il y a une travailleuse sociale. Et on est là vraiment pour vous accompagner à travers la gestion des crises de vos enfants, mettre un cadre sécurisant, être capable de ne pas flancher. Les 6 beaux pièges que je vous ai parlé souvent, c'est un défi pour beaucoup de parents. Puis des fois, ça peut être utile d'aller chercher un soutien pour venir vraiment appliquer des stratégies concrètes dans votre situation au quotidien avec vos enfants. Fait que je vous ai mis quelques sujets pour être capable de voir jusqu'où on peut vous accompagner, mais il y en a encore tellement plus. C'est vraiment quelques exemples, que ce soit avec le sommeil de vos enfants, la gestion des émotions. Peut-être que vous voyez chez vos enfants des signes de stress, d'anxiété. Ça peut être très pertinent de venir, en fait, là, consulter pour être capable de rapidement prévenir que ça se rende pas plus loin. D'aller chercher aussi des nouvelles interventions, de nouvelles stratégies efficaces et bienveillantes, de venir revoir vos routines et vos transitions. On sait que c'est des moments où est-ce que les enfants vont souvent exploser, ça va venir créer des réactions. Ça peut être difficile aussi d'aller chercher leur collaboration. Donc, comment je vais faire pour aller chercher leur collaboration à travers tout ça? Peut-être que vous vous sentez fatigué, on l'a dit, des fois, on a envie de flancher, on a envie d'acheter la paix. Si vous sentez que vous surfez avec le burn-out parental, vous êtes proche de la dépression, ça peut être très, très pertinent d'aller consulter. Et encore plusieurs autres sujets. C'est pour ça que je vous invite à nous écrire. Si vous vous questionnez si ça peut être pour vous, si ça peut être utile pour vous, écrivez-nous. On va pouvoir vous rediriger vers le bon service. Et si vous avez envie d'avoir du contenu préenregistré, puis vous êtes plus autodidacte, un peu comme ce qu'on vient de faire là avec la vidéo, je vous invite à aller visiter notre site web sur bullesetpirouettes.com pour être capable vraiment d'aller voir. On a un énorme éventail de conférences en ligne. Notre but, c'est d'être un repère pour les parents. Donc, on vous offre beaucoup, beaucoup de contenu pour vous accompagner, puis être là avec vous au quotidien, puis vous fournir vraiment là, des stratégies
qui vont répondre vraiment à vos valeurs et qui vont venir aider à favoriser la collaboration de vos enfants. Donc, ça fait le tour pour les 6 pièges à éviter. J'espère que ça vous aura un peu parlé ou en tout cas vous aider à prendre conscience de comment vous, peut-être dans certains pièges que vous tombez au quotidien ou non. Et sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée.